Cette année, notre église cathédrale va célébrer ses 125 ans. Et comme c'est un monument historique classé, nous avions au mois de novembre adressé une correspondance pour qu'il puisse nous permettre de la réfectionner et de pouvoir préparer ce jubilé. Notre modeste contribution comme église locale et comme évêque aux côtés du cardinal, comme vous le savez, qui a été choisi comme facilitateur pour rapprocher le camp de l'armée, le camp de l'État, la République et puis les maquisards. Nous prions pour que cela puisse advenir le plus tôt possible parce que nous qui vivons les réalités sur les jours, nous voyons que la population est fatiguée. Tout le monde désire le retour de la paix le plus tôt possible. Et nous pensons que c'est possible, la paix est possible pour la Casamance. Si tout le monde fait preuve de bonne volonté et travaille vraiment pour le retour de la paix. L'évêque de Ziguinchor, reçu par le chef de l'État, ouvre de soulagement pour les usagers du corridor Dakar-Bamako. Et pour cause, le transit routier inter-État entre le Sénégal et le Mali a été officiellement lancé ce matin par le Premier ministre. L'objectif est de favoriser, entre autres, la libre circulation des personnes et des biens, des marchandises justement, Bintawake. Améliorer les échanges de marchandises entre les pays membres de la CEDEAO, une forte volonté de l'institution africaine devenue aujourd'hui réalité. Le premier acte posé dans ce sens, le lancement du TRIE, le transit routier inter-État entre le Sénégal et le Mali, fruit d'un travail de longue haleine mené de part et d'autre. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est la traduction de la volonté de nos deux États d'aller ensemble à la construction d'un espace économique viable, mais aussi et surtout de donner plus de vitalité à nos échanges commerciaux. Un contrat moral entre les peuples du Mali et du Sénégal que les gouvernements respectifs que nous représentons ici s'attellent à honorer tous les jours. Dans ce cas précis, le TRIE va consister à transporter des marchandises d'un bureau de douane du Sénégal à un autre bureau situé au Mali, sans rupture de charge et sous le couvert d'un document unique. Et pour en arriver là, opérateurs économiques, administration des douanes, forces de sécurité et transitaires des deux pays ont tous mis la main à la pâte. C'est pourquoi un appel au respect des instructions a été lancé. J'exhorte les forces de sécurité et de contrôle, douane, police, gendarmerie, eaux et forêts, à se conformer strictement à la lettre et à l'esprit de cette convention. Je les invite à faire une application correcte des instructions et notes de service qui en sont issues en proscrivant tout acte de tracasserie sous quelque forme que ce soit. Toutefois, il est aussi de notre devoir d'en appeler à la responsabilité des différents acteurs qui ne doivent pas abuser des facilités mises à leur disposition pour s'adonner à des dérives. Le transit routier inter-État entre le Sénégal et le Mali, une véritable politique commerciale bilatérale. Une première et certainement pas une dernière, car d'autres protocoles devraient être ratifiés entre pays membres de la CEDEAO. Après la cérémonie, la délégation malienne a été reçue par le Premier ministre, occasion de magnifier le travail fait pour la réalisation du tri, mais aussi évoquer la suite à donner au projet. Pour plus de précision, voici Abdoulaye Soumaré, ministre malien de l'équipement, chef de la délégation. Il est interrogé par Bintawake. C'est juste de transmettre les salutations sincères de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, le professeur Diongouna Traoré, et de son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Mali, Monsieur Django Sissoko. Les salutations pour magnifier l'acte qu'on vient de lancer tout de suite, c'est-à-dire le transit routier inter-État, qui est un document unique, qui est une recommandation, il faut le rappeler, de la CEDEAO depuis mai 1982. À travers cet acte, il y aura une fluidité et il y aura aussi une sécurisation des recettes douanières et il y aura également un suivi électronique des marchandises à destination du Mali et vice-versa.
Bien sûr, c'est une première étape. Il y aura une suite parce que déjà, il y a des produits, déjà 8 qui ne font pas partie. Et ces 8-là feront partie progressivement. C'est une première étape. Vous avez vu que c'est un processus qui a été très long. C'est dire qu'on a travaillé un peu d'arrache-pied pour pouvoir avoir ces résultats. Mais le reste, on va les attendre petit à petit. Voilà, je vous le disais, la réflexion sur la réforme des institutions a été commanditée par le président Macky Sall. Le professeur Amadou Mahtar Mbow, président de la commission, a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État. Il est venu donc parler au président de la République de l'état d'avancement des travaux. Les résultats seront connus dans les prochains mois. Voici le professeur Amadou Mahtar Mbow à sa sortie d'audience. Ses propos sont recueillis par Khadikan. L'objet de mon visite, c'était évidemment mettre au courant le président de la République de l'état des travaux de la Commission nationale de réforme des institutions qu'il m'avait demandé de constituer et dont il m'a demandé d'assurer la présidence. Je l'ai mis au courant des travaux. Nous avons franchi une étape. Au-delà de l'étape, nous avons fait depuis plusieurs semaines, nous travaillons sans le dire. Et nous sommes arrivés à des résultats. Je venais le mettre au courant de ces résultats. Je crois que nous allons pouvoir avancer. On avait fixé la fin des travaux d'ici l'été. D'ici l'été, nous pensons qu'on aura achevé. On informera d'ailleurs la presse également plus largement. On informera la presse. Ça avance sûrement. Ça avance. Nous avons beaucoup avancé et tous les membres de la commission sont très motivés. Le Conseil économique, social et environnemental installé demain, une institution qui va jouer un rôle important aux côtés de la présidence de la République, l'Assemblée nationale et le gouvernement. Les défis de cet organe consultatif avec Omar Nying. C'est un organe qui arrive dans le dispositif institutionnel avec à la clé un volet environnement qui le différencie du défunt Conseil économique et social. Son installation intervient dans un contexte marqué par une forte demande et un climat social qui a besoin d'être apaisé. D'où l'importance du rôle dévolu aux 120 membres issus des milieux politiques, des organisations socio-professionnelles ou désignés en raison de leur expertise. Ils auront la lourde tâche de représenter les communautés de base. La qualité de l'expertise sera un grand défi pour cette institution présidée par Mme Aminata Tall, ci-devant ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Les conseillers peuvent être saisis par le président de la République, la primature ou l'Assemblée nationale sur tout problème à caractère économique, social et environnemental. Ils peuvent aussi, sur leur propre initiative, émettre des avis sur l'ensemble des questions d'ordre économique, social et environnemental. Dans l'année, le Conseil se réunit en 2 sessions ordinaires et 2 sessions extraordinaires. Omar Nying, l'installation officielle des membres du Conseil économique, social et environnemental, initialement prévue à l'Assemblée nationale, se tiendra finalement au King Fahd Palace, ex-méridien président, le mercredi 8 mai 2013, sous la présidence effective de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République. Bienheureuse, celle qui a cru, c'est le thème de la 125e édition du pèlerinage marial de Popenguine, une édition dite jubilaire et qui sera célébrée les 19 et 20 mai prochains. Une rencontre nationale s'est tenue ce matin au ministère de l'Intérieur pour une meilleure évaluation des dispositions prises par les services de l'État. René Massiga Diouf. Le travail attendu des services étatiques a été intégralement accompli à quelques exceptions près. C'est le constat général qui se dégage de cette réunion nationale préparatoire de l'édition 2013 du pèlerinage marial de Popenguine. Pour le reste, des consignes ont été données pour l'achèvement des chantiers. Les acteurs se félicitent du respect des engagements. Même de vieilles doléances ont été satisfaites. Une œuvre n'est jamais parfaite. Nous continuons à travailler d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue électricité, d'un point de vue préparation spirituelle aussi, c'est notre volet, pour que le pèlerinage de Popenguine se déroule dans d'excellentes conditions. Depuis plusieurs années, nous avions une sollicitation têtue, à savoir un château d'eau à Popenguine. Aujourd'hui, grâce à l'État, le château d'eau sera mis en œuvre. Les mesures prises entrent en vigueur quelques jours avant et après le pèlerinage, santé, hygiène, sécurité, assainissement, entre autres. Les principaux services ont mis en exergue les dispositions prévues. L'État entend tout mettre en œuvre pour faire de l'événement de cette année un succès. En réalité,
nous sommes tous en train d'essayer de respecter les consignes que M. le Président de la République nous a données pour une parfaite organisation du pèlerinage. Et donc, ce qui n'a pas été réalisé, qui n'a pas été fait et qui reste à faire, je vous engage à très rapidement, n'est-ce pas, terminer ces efforts-là. Le pèlerinage de cette année est dit jubilaire, une 125e édition dont le thème est Bienheureuse, celle qui a cru. 150 jeunes Sénégalais et Sénégalaises ont reçu ce matin à Thiès des attestations sanctionnant la fin de leur formation. Cette formation axée sur le civisme et la citoyenneté a pour but de promouvoir le volontariat dans les secteurs de la vie nationale en manque de compétences. La formation de volontaires de la pêche est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Jeunesse et celui de la Pêche, compte rendu signé Louise Bitsa. Accueillis en fanfare, Benoît Sambou et Pape Diouf célèbrent la renaissance de l'engagement volontaire au service de la nation. Ils sont 150 volontaires issus des écoles, instituts de pêche et universités, retenus après une stricte sélection à avoir reçu une formation comme volontaire de la pêche pour 2 ans. Chers volontaires de la pêche, par les connaissances que vous venez d'acquérir, vous devez participer sous l'autorité de l'administration des pêches à la mise en œuvre de la politique sectorielle, conformément à la déclaration de politique générale présentée en 2012 par M. le Premier ministre, déclinant ainsi le programme du président de la République Macky Sall, Yoonu Yokkute. Sans nul doute, je veux dire ici maintenant que l'espoir est permis, car ce premier contingent de volontaires est composé de jeunes détenteurs de diplômes et engagés. Cette promotion comprend 20 ingénieurs de pêche et aquaculteurs, 18 techniciens supérieurs, 28 agents techniques de pêche et 7 techniciens maritimes. Pour le ministre de la Jeunesse, la cérémonie marque l'expression de l'engagement des jeunes au service de leur pays. Chers volontaires, s'engager comme volontaire de toute profession, pêche ou autre, signifie exercer une activité au profit de la communauté en lui offrant son temps, son savoir et sa disponibilité, avec désintéressement, autrement dit sans attendre une contrepartie. Sur le terrain, nous sommes appelés d'encadrer tout d'abord nos amis pêcheurs, nos parents, nos frères et nos sœurs, et ensuite faire le collecte donc, de certaines espèces, ensuite sensibiliser surtout sur l'utilisation de certains outils, instruments de pêche. Bien avant la prestation de serment des volontaires, la tribune officielle qui abritait la manifestation s'est effondrée. Un incident vite maîtrisé par les forces de l'ordre présentes sur les lieux. Peut-être des personnes plus autorisées pourront expliquer techniquement ce qui s'est passé, mais probablement il s'agit peut-être d'une surcharge de la turbine ou bien d'un mauvais montage. Oui, c'est vrai que c'est des actes à éviter, parce que quand même, quand on monte une turbine, c'est bien de faire appel à des experts. Les volontaires de la pêche seront affectés selon un système de rotation dans les régions maritimes et continentales. Leur mission contribue à la mise en œuvre des activités de surveillance des pêcheries. Un incident donc lors de cette cérémonie, la bâche qui abritait les autorités étatiques s'est effondrée. Heureusement, pas de dégâts graves signalés. Nous en venons à l'université du Sine Saloum de Kaolack qui a été créée par décret le 25 janvier 2013. Une université à vocation agricole. L'option du gouvernement est de renforcer la formation en agriculture et aux métiers connexes, mais aussi l'enseignement supérieur dans le processus de mise en œuvre de l'université. Un atelier s'est ouvert ce matin à Dakar pour le partage des termes de référence. Une présentation du recteur, le professeur Amadou Tidiane Guiro, suivi d'échanges à Boubacar Kane. L'agriculture constitue une des priorités du Sénégal dans son processus de développement économique et social. Et c'est pour la modernisation et le développement de ce secteur à enjeux énormes que le gouvernement a créé l'université du Sine Saloum de Kaolack. Une institution à vocation agricole, une université structurante autour d'un pôle centre regroupant les régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine et Diourbel. Un choix qui répond à une volonté politique. Notre pays a choisi l'agriculture comme une de ses priorités pour résoudre des problèmes évidemment d'alimentation, mais aussi créer de l'emploi et assurer la croissance. Et dans ce sens, il faut des ressources humaines qualifiées. Face aux enjeux de l'alimentation, les autorités optent pour une rupture en matière agricole. Le défi est désormais de produire pour se nourrir d'abord.
Mais au-delà d'une dynamique de structuration des filières productives engagées dans le Sine Saloum, le tourisme, la biodiversité et la proximité avec la Gambie donnent à l'université une ambition internationale. L'ambition de cette université, c'est d'être une université de classe mondiale et donc renforcer l'offre de formation du Sénégal et rendre le Sénégal plus attractif au niveau aujourd'hui des étudiants qui constituent une denrée recherchée à travers le monde. La création de cette université répond à une nécessité socio-économique. Le grenier du Sénégal est ainsi choisi pour faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique. Le projet est avancé dans l'élaboration, le recteur déjà nommé, le comité de pilotage va bientôt voir le jour, les délais de rigueur fixés à l'horizon 2015. 0 enfant atteint de VIH à la naissance d'ici 2015, c'est l'objectif de la Fondation Servir le Sénégal. La première dame Mariam Sall, membre de l'association des premières dames d'Afrique contre le sida, a lancé hier la première phase du plan d'action pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'était Ambao Hamidou Diop. Un accueil populaire pour lancer le plan d'action de la Fondation Servir le Sénégal visant l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. L'engagement des acteurs dans l'organisation des premières dames d'Afrique est total. D'ici 2015, aucun enfant ne doit naître avec le VIH. Nous sommes en phase, Madame la Première Dame, avec votre plan d'action de lutte contre le sida qui porte sur la composante plaidoyer et environnement favorable de notre stratégie nationale sur le sida et sur le plan d'élimination de la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant. Au Sénégal, 4% des nouveau-nés sont infectés. L'objectif de ce plan d'action est d'éradiquer ce problème en améliorant le test de dépistage chez les femmes enceintes et en sensibilisant les populations vulnérables. C'est un jour mémorable et un pas décisif dans la lutte contre le VIH-Sida. En effet, le plan d'action que Madame la Première Dame va lancer dans quelques instants est une parfaite illustration de son engagement à combattre ce fléau. Première cause de progression du sida en Afrique subsaharienne, la transmission du VIH de la mère à l'enfant reste aussi une injustice sociale. La Fondation Servir le Sénégal veut, à travers le plaidoyer, favoriser la prise de conscience d'une génération sans sida. Mon plan d'action, en relation avec le Comité national de lutte contre le sida, s'inscrit dans la stratégie de l'OCDAS. Il a pour objectif prioritaire de contribuer à l'élimination de la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant et de réduire les nouvelles infections chez les jeunes filles et les femmes. Cette première phase du plan d'action des premières dames d'Afrique contre le sida sera aussi marquée par des activités de plaidoyer dans les autres régions et districts vulnérables. Ambaoulé et Nougor ont montré leur adhésion pour que d'ici 2015, aucun enfant ne meurt du sida. Parlons à présent d'une actualité qui fait les choux gras de la presse. Le chef de l'État aurait relevé le salaire des directeurs généraux de plus de 10 sociétés et agences publiques. Des primes de rendement leur seraient allouées annuellement. Le décret numéro 2012-1340 l'a officié. Nous écoutons Ousmane Garifay. L'a officialisé justement. Nous écoutons Ousmane Garifay. C'est à la surprise générale que le décret présidentiel est tombé. Au terme du dit document, les directeurs généraux de sociétés et agences classées catégorie 1 vont désormais percevoir, au-delà d'un salaire plafonné à 5 millions de francs CFA, une prime annuelle dite de rendement de 21 millions. Il s'agit de la RTP, de l'ADIE, de la GEROUTE, des ADS, de l'ANSD, de l'ANACIM et de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État. En catégorie 2, les patrons de sociétés et agences classées reçoivent 16 800 000 de primes annuelles, en plus d'un salaire déjà lourd de 4 millions. Il s'agit de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, de l'Autorité de régulation des marchés publics, la Haute Autorité sécuritaire maritime, de l'ANAT, de l'ASPIT, de l'ADPME, de l'ACBEP et de l'ANAM. Pour les directeurs de la catégorie 3, dont le salaire est plafonné à 3 millions, ils se retrouvent avec 12 millions de primes. La catégorie 4, composée de directeurs dont le salaire est estimé à 2 millions, ils toucheraient 12 millions de primes annuelles. Depuis l'apparition du décret, les langues se délient, classe politique comme médias se posent des questions.
Qu'est-ce qui a pu pousser le chef de l'État à prendre de telles mesures dans un contexte socio-économique morose? Est-il en phase avec la loi en prenant de telles décisions ou alors est-ce que de telles dispositions sont prévues dans la conduite des entreprises en question? Pour parler justement de cette actualité, nous avons sur ce plateau le porte-parole du président de la République, Abou Abel Thiam. Bonsoir. Bonsoir, Maimouna. Voilà, vous semblez avoir le sourire aux lèvres en entendant le papier de Ousmane Garifay, mais il relate la presse d'hier et aujourd'hui. Quel est votre commentaire? Oui, je vous remercie, Maimouna. Effectivement, d'avoir entendu le papier du confrère m'a fait sourire. Simplement, comme vous le dites, il est en droite ligne de la production de la presse d'hier, qui a présenté les choses comme s'il s'agissait d'un décret nouvellement pris et qui aurait procédé à une hausse des traitements des directeurs généraux des agences nationales. Alors que c'est exactement le contraire. Ce décret n'est pas nouveau. Il a été pris en novembre 2012, 6 mois après l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir. Et dans les motivations de ce décret, que j'ai par devers moi, il est dit que ce décret vise à arrêter les abus et les disparités dans les traitements des directeurs généraux des agences nationales. Des agences qui, soit dit en passant, étaient au nombre de 2 en 2000 et qui sont passées à 63 en 2012. À l'arrivée du président Macky Sall, dans le cadre de l'esprit d'assainissement des finances publiques, assainissement au sens de rendre plus sain au sens moral du terme, ce nombre d'agences a été revu à la baisse. Il est passé de 63 à 34. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin dans la rationalisation des budgets de l'État, le président Sall a décidé, comme je vous l'ai dit, de proscrire à la situation d'abus qu'il a trouvé sur place. Rappelez-vous, ce n'est pas la première fois que le traitement des agences, des directeurs des agences fait l'objet de choux gras. Il y a eu par le passé des productions de la presse qui ont établi que des gens s'étaient fixés des traitements à hauteur de 14, 15, voire 16 millions de francs par mois. Et il y avait une disparité notoire entre les dirigeants des agences, parce qu'il n'y avait pas un cadre légal qui fixait, qui bordait la nomenclature dans le traitement de ces dirigeants de société. Il a fallu donc mettre un terme à une situation d'abus. En quoi faisant? D'abord, en plafonnant le traitement de ces directeurs. Le président Sall, dès son arrivée, avant même de prendre cette mesure par décret, a donné instruction à tous ceux qui étaient à la tête des agences nationales de ne pas dépasser la somme de 5 millions de francs mensuels pour le traitement du directeur. Et je vous rappelle... Vous dites aujourd'hui qu'aucun directeur général ou directeur d'agence, aucun directeur général ou directeur d'agence n'a un salaire qui dépasse 5 millions. Je vous dirais même mieux, Maimouna, ce n'est pas seulement les directeurs d'agence, mais il n'y a pas une seule fonction publique, politique, entre guillemets, aujourd'hui, où le titulaire de la fonction a plus de 5 millions. Même pas le président de la République, ni le Premier ministre. Le président de la République a une caisse noire. Oui, ce n'est pas une caisse noire, ce sont des fonds politiques. Voilà. Alors, pour rester dans la dynamique d'explication de l'esprit de ce décret, il s'est agi de procéder d'abord à une catégorisation des agences, après avoir procédé à la réduction de leur nombre, sur la base de leur effectif, de leur budget et de leur caractère stratégique dans la politique de l'État. Ces agences ont été subdivisées en 4 catégories. Les agences les plus importantes en termes de budget, d'effectifs et de caractère stratégique voient le salaire de leurs dirigeants ne pas dépasser 5 millions. Alors que je vous disais que dans le passé, ce salaire pouvait atteindre 14, 15, voire 16 millions. Est-ce qu'il y a des salaires qui ont augmenté? Qu'est-ce qui alimente ça la polémique? Mais non, justement, ce qui a alimenté la polémique, c'est une présentation fausse et erronée de l'esprit et des effets induits d'un décret qui procède à la réduction drastique du traitement des salaires. Est-ce qu'il y a des directeurs généraux qui ont vu leur salaire augmenter? Aucun. Ils ont tous vu leur traitement baisser et baisser de façon drastique. Je vous dis que les plus fortunés d'entre eux, aujourd'hui, voient leur salaire plafonné à 5 millions. La deuxième catégorie des agences, qui sont maintenant au nombre de 34,
leur directeur, le traitement de leur directeur est plafonné à 4 millions, les suivants à 3 millions et les autres à 2 millions. Et je vais donner à la journaliste que vous êtes aujourd'hui un scoop. Les directeurs généraux dont je vous parle, ils gagnent plus que les ministres. Le traitement, ça c'est peut-être un secret que je vais donner, le traitement salarial d'un ministre de la République aujourd'hui est plafonné à 2 500 000 francs. Est-ce que ça c'est un scoop? On le sait déjà. Vous le saviez. Est-ce que vous saviez que les ministres conseillers à la présidence de la République ne gagnent pas 2 millions? Est-ce que vous saviez que les conseillers spéciaux à la présidence de la République ne gagnent pas plus de 700 000 francs? Alors, nous sommes donc abasourdis de constater dans la production de la presse du jour qu'on nous présente un décret qui procède à la rationalisation et à la baisse des salaires comme s'il s'était agi d'une sorte de hausse des salaires tout à fait nouvelle et qu'il y aurait, passez-moi l'expression, une gabégie au sommet de l'État alors qu'il s'agit exactement du contraire de cela. Très bien. On a parlé on des parle primes. souvent, M. Thiam, de deal entre les PCA et les directeurs généraux pour vraiment fixer des salaires vraiment à des proportions inquiétantes. Oui, ça c'était avant, comme pour reprendre l'expression de la pub, ça c'était avant. Maintenant, depuis l'avènement du président Macky Sall, ces abus-là ont été arrêtés et proscrits. Justement, c'est parce qu'on a mis fin à ces abus, où dans la situation d'avant, on constatait que le directeur d'une agence de mèche avec le président du conseil d'administration s'arrangeait pour s'attribuer des émoluments hors cadre, c'est-à-dire des émoluments qui n'ont rien à voir avec la mission, avec même le budget de la société dont ils ont la charge. On a parlé des indemnités, comme quoi qu'il y aurait un décret qui fixerait d'avance des indemnités de l'ordre de 20 et quelques millions pour les directeurs généraux. Il n'en est rien. Tout simplement parce que ces indemnités, qui sont calculées sur la base d'un contrat de performance de l'entreprise, qui sont fixées à la fin de l'exercice budgétaire annuel et sur au prorata du salaire mensuel du directeur général et des résultats auxquels il a abouti, ne peuvent pas, donc ces indemnités ne peuvent pas être fixées a priori, à l'avance. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut attendre d'avoir atteint le contrat de performance et sur la base des résultats, à partir de critères fixés, pouvoir déterminer quelles sont ces indemnités annuelles. Il s'agit donc d'une mesure salutaire du président de la République qui a consisté à proscrire tout abus, à arrêter ce qui se faisait d'avant et à réduire de façon drastique le traitement de l'ensemble des dirigeants d'agences. Et cela a procédé après une réduction du nombre de ces agences parce qu'on en avait un nombre pléthorique avec des noms, d'ailleurs des dénominations loufoques, tout simplement parce qu'il s'agissait pour l'ancien pouvoir d'installer un personnel politique, de lui attribuer des pouvoirs financiers pour pouvoir mener des activités politiques. Eh bien, c'est à ça que le président Macky Sall a mis fin avec ce décret pris en novembre 2012, je vous le rappelle, et qui n'est pas nouveau. D'ailleurs, dans la production de la presse, il est dit que ce décret prendrait effet à partir de lundi prochain, alors qu'il est vieux de novembre 2012. C'est donc dire que c'est complètement faux de prêter au président Macky Sall de s'adonner à une sorte de bamboula. On a cherché à retrouver ce décret-là, mais on n'a pas pu. Ben, je ne sais pas, je vous le donne. Moi, je vais vous le laisser parce qu'il comporte non seulement les éléments de motivation du décret, mais aussi l'ensemble des critères objectifs qui ont été déterminés et à partir desquels sont fixés les émoluments des dirigeants d'entreprise, les indemnités et tout ce qui s'ensuit. Très bien, M. Thiam. On va parler pour terminer de la demande sociale. Lors de la cérémonie de levée des couleurs hier au Palais de la République, le président Macky Sall parlait de l'impatience des Sénégalais à voir donc leurs conditions de vie changer. Et il disait en Wolof, Ndar Khiyul Soti. En d'autres termes, Rome n'a pas été bâti en 2 jours. Votre commentaire? Mon commentaire est de dire qu'effectivement, on ressent une sorte de pression populaire qui consisterait à dire qu'il n'y a pas de résultats. D'abord, le constat est faux. Il y a eu des résultats éminemment importants. Ce que je viens de vous énumérer comme mesures prises dans le sens de la rationalisation du budget de l'État en est un exemple. Alors qu'il procédait à une baisse du traitement des dirigeants d'entreprise,
le président de la République a procédé à un relèvement des salaires dans le secteur public et privé. Je pense que vous-même, vous pouvez le constater, vous avez dû le constater, depuis la baisse sur les impôts sur les salaires, vous avez dû constater un accroissement de votre pouvoir d'achat. Il en est de même pour ceux qui sont dans le privé. Ça, c'est une... on donne d'une main, on retire de l'autre. Mais non, là, on a donné d'une main et on a donné des deux mains. On a donné des deux mains parce qu'en diminuant les impôts sur votre salaire, tout de suite, l'effet induit, c'est que votre salaire a augmenté. Parallèlement à cela, tout ce qu'il était possible de faire dans le sens d'une diminution des prix des denrées de première nécessité a été fait. Maintenant, comme il vous dit, le chantier est vaste. Et parallèlement à tout cela, il y a une entreprise d'assainissement de l'espace public et des finances publiques. C'est dur, c'est difficile, mais c'est ça le chemin. Comme disait l'autre, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le chemin. Est-ce que le Yono Yokute est sur la bonne voie? Mais il est absolument sur la voie. Il est d'autant plus sur la voie qu'il est difficile. C'est parce qu'il est difficile que c'est ça la voie. On procède la bonne voie est semée d'embûches, c'est ça? Absolument. C'est le difficile qui est le chemin. On est en train de procéder à un assainissement des finances publiques, à un nouveau rapport à la chose publique et aux deniers publics qui, et au bout du compte, on parviendra à avoir des piliers sains, à avoir une entreprise saine, c'est-à-dire un développement qui est basé sur des éléments durables. Parce que ce à quoi on assistait avant, c'était des fortunes subites, inexplicables et inexpliquées, qui apparaissaient au grand jour et qui contribuer à affaisser les piliers de notre économie. À partir du moment où ce chantier a été ouvert, eh bien, je suis sûr qu'on parviendra d'ici quelques moments à des résultats tangibles que tous les Sénégalais verront après les résultats auxquels nous assistons actuellement. Voilà, je vous remercie. C'est moi. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le porte-parole du président de la République, Abou Abel Thiam. Abou Abel, merci d'avoir répondu à notre invitation. La suite de l'actualité après la France et autour de la Suisse de recevoir le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Il s'agissait pour Mamadou Talla et sa délégation de s'imprégner du modèle suisse quant à la formation professionnelle et technique. Durant 4 jours, ils ont fait le tour des structures concernées avec les autorités suisses. Safou Rosso. Le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat s'est d'abord entretenu avec les autorités de la ville. Acte premier pour poser les jalons d'une bonne coopération bilatérale entre la Suisse et le Sénégal. Lors de cette rencontre, le ministre a salué les relations diplomatiques qui existent entre les deux pays. Mamadou Talla expose ensuite son souhait, c'est-à-dire s'inspirer du modèle suisse en matière de formation professionnelle et technique. Comme vous le savez ici, la formation elle est plutôt duale, c'est-à-dire que c'est une formation par alternance. Donc le jeune est à l'école un jour dans la semaine. Les 4 autres jours, l'apprenti est dans les entreprises. Donc c'est ça que nous voulions voir. Quelle a été la mise en œuvre, comment est organisée, la certification, la validation des acquis de l'expérience. Voilà tous ces éléments que nous savions, que nous avons intégrés dans notre programme. Le Sénégal est un partenaire de longue date de la Suisse en Afrique subsaharienne. Nous avons des relations diplomatiques et commerciales qui remontent au début de l'indépendance. Et depuis quelques années, nous constatons que dans le domaine de la francophonie, de la bonne gouvernance en Afrique, de la défense des droits de l'homme, il y a une dynamisation de ces relations et nous nous en réjouissons. Après cet tête-à-tête, la délégation a visité un centre de documentation et d'orientation, histoire de s'imprégner du mode de fonctionnement de la structure. La mission de notre centre, c'est d'offrir des prestations aux élèves de la scolarité obligatoire, aux bacheliers, aux jeunes qui font des apprentissages et aux adultes. De bonnes notes ont été également prises par ces techniciens sénégalais lors de l'exposé sur la formation professionnelle. Il y a les métiers industriels qui sont la polymécanique, qui est un métier de la mécanique, l'électronique, l'automatique, qui est l'automatisation des processus industriels, et l'informatique. Cap sur les centres de formation. Ici, les jeunes reçoivent un enseignement pratique de la presque totalité des filières, la Suisse étant un pays qui excelle dans ce domaine,
Un transfert de compétences et d'expérience serait donc indispensable. La coopération technique est disponible, que ce soit ici en Suisse et également au niveau de la France, où nous avons aussi des partenaires, et aussi avec ce que nous avons trouvé comme état des lieux en fonction de nos lycées techniques et de nos centres. Donc c'est tout ce mélange qu'on va faire pour créer un produit nouveau. Mieux, un appui financier est donc en cours d'exécution pour compléter le financement des futurs lycées techniques au Sénégal. Le président de la République, M. Macky Sall, est allé à Sandiara poser la première pierre pour un lycée professionnel de type nouveau, comme nous le voulons au Sénégal. Et les experts de la formation professionnelle suisse, eux tous, ils sont prêts à nous accompagner dans le domaine technique et dans le domaine financier pour que ce lycée que nous voulons pilote dans cette nouvelle démarche puisse ouvrir ses portes très vite. En somme, il a été question de la visite officielle du président Macky Sall en terre suisse. Préparatif de la célébration de la Salatul Tasbih de Nguékhokh, le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Pour la réussite de cette manifestation, un CRD a été organisé à la gouvernance de Thiès. L'objectif était de réfléchir sur les besoins exprimés par le comité d'organisation. Saliou Seck. Cette rencontre a réuni les autorités de la région de Thiès autour de la famille de feu El Hadj Ibrahima Sakho. L'ordre du jour a porté essentiellement sur les besoins exprimés par le comité d'organisation de la journée de prière. Nous n'avons pas eu de problème pour exploiter ces besoins. Et après les avoir exploités, chaque chef de service a pris des engagements pour la satisfaction de ces besoins. Donc, encore une fois, nous réitérons l'engagement du gouvernement du Sénégal à accompagner les organisateurs pour la bonne réussite de cet événement important. Parmi les engagements pris, le déploiement d'un nombre suffisant de forces de l'ordre, l'approvisionnement correct en eau et la mise en hors délestage du site. Les autorités régionales ont pris des engagements et ce qui les dépasse, ils nous ont demandé de faire des lettres et qu'ils vont appuyer. Nous pensons fermement qu'il n'y aura pas la satisfaction totale, l'idéal n'existant pas, mais nous pensons que nous aurons satisfaction. Nous pensons que les engagements qui sont pris, effectivement, à chaque fois qu'ils ont été pris, il y a eu des efforts. Même si la perfection n'y était pas, il y a eu des efforts par rapport à ça. La Salatul Tasbih de Nguékhokh a été instituée en 1970 par feu El Hadj Ibrahima Sakho. Depuis, elle est célébrée à Nguékhokh chaque lundi de Pentecôte. Nous en venons à notre reportage du jour. Il n'est pas rare de voir dans les artères de la capitale des hommes et femmes mettre diverses sortes de lunettes. Chacun y va de son style. Si pour certains ces lunettes protègent, pour d'autres c'est une simple question d'habitude et de mode. Les vendeurs quant à eux offrent une large gamme. Aïssatou Traoré. Certains diront que c'est juste pour le fun. D'autres par contre portent ces genres de lunettes avec un objectif précis. Quel que soit le motif, le port de lunettes non médicalisées est devenu une habitude chez les adultes comme chez les jeunes. Ces derniers ont un besoin constant d'affiner leur look. Des lunettes de fantaisie, pour nous qui n'avons pas de problème de vue, on est obligé de porter ça. Ça dépend des sorties, ça dépend. Quand il n'y a pas de soleil, je n'ai pas besoin de porter ça. J'ai l'habitude de les porter depuis que je suis gamin, quoi. Si je ne les porte pas, bon, j'ai l'impression que je ne vois pas très bien. Il y en a pour tous les goûts chez les vendeurs, des reflets tentés au choix selon la couleur du jour. Certains aiment les lunettes avec les couleurs rouge, mauve, mais beaucoup préfèrent les lunettes au fond noir. Pour beaucoup, cet accessoire relève le niveau de la sape. Ceux du secteur de l'habillement le savent. Pour cacher son regard sous les lunettes, il suffit de le vouloir. Les prix sont à la portée de toutes les bourses. La contrefaçon est passée par là. Les lunettes nous viennent de Dubaï ou de Chine. On se frottait les mains avec ce commerce, mais il faut avouer que les temps ont beaucoup changé. Cependant, en période d'été, on en vend quand même beaucoup. Ces lunettes sont différentes de celles vendues chez les opticiens. Elles peuvent protéger du soleil et du vent, mais... Si vous voulez être protégé contre des rayons ultraviolets, il faut aller chez l'opticien qui vous prescrit des verres fumés, pas séversés. Ces types de lunettes ne protègent certes pas des rayons ultraviolets, mais les jeunes se soucient peu de cette fonction. Pour eux, l'esthétique prime sur le reste. Au boulot, au volant ou dans la vie de tous les jours, les lunettes font partie de leur univers.
Reportage signé Aïssatou Traoré. Parlons à présent de cet accident sur l'autoroute. C'est un camion qui s'est renversé, mais heureusement il y a eu plus de peur que de mal. Philomène Constance Diagne. C'est aux environs de 13 heures que le mal s'est produit. Un camion immatriculé DK 2014Z transportant du plastique s'est renversé à hauteur du pont de Anne. Tiré d'affaire, le conducteur explique. Le chauffeur du 4x4 a voulu me doubler par la droite. J'ai voulu l'éviter et j'ai perdu le contrôle. Donc le véhicule a heurté en même temps la 405 garée. Une autre version est donnée par le propriétaire du 4x4 avec lequel le camion a fait le choc. À un moment donné, suite à une fausse manœuvre, donc il m'a heurté vers l'arrière. Après m'avoir heurté, il s'est déporté vers sa droite et a heurté la 405 rouge, qui s'est immédiatement déporté totalement vers la droite. Et le véhicule, sous l'effet du choc, s'est renversé sur son flanc. Donc le haut tourné un peu vers le nord. Et puis l'intérieur du véhicule tourné vers le sud dans le sens donc Dakar-Pikine. Selon ce témoin qui s'est égaré sur les lieux, un problème de roue s'est posé chez le camionneur. Je marchandais des fleurs et j'ai vu le camion venir et j'ai constaté que les deux roues n'étaient plus sur la route. Je n'ai pas vu la 4x4 passer. Je n'ai vu que le camion derrière la 4x4. Plus de peur que de mal, pas de blessés. La gendarmerie est venue à la rescousse avec sa logistique, libérant le passage à de nombreux conducteurs engagés sur l'autoroute. Notre consoeur Aïssatou François Seck, portée à la tête du réseau des journalistes sportifs africains, désignée par l'ANPS, elle a été choisie par ses pairs en marge de la Convention internationale du sport en Afrique, tenue à Dakar, parrainée par la Fédération internationale d'athlétisme. Le réseau compte mettre l'accent sur la formation de ses membres. Aïssatou François Seck nous livre ici ses sentiments au micro de Cheikh Traoré. Un sentiment de fierté, d'abord pour l'ANPS qui m'a permis de participer à ce séminaire de formation pour toutes les femmes du Sénégal, parce qu'il est assez rare de voir une femme portée à la tête d'une structure africaine, surtout sportive, mais une fierté également pour la RTS et pour moi-même d'être portée à la tête de ce réseau par mes pairs africains. Cette structure est née à la suite des conseils donnés par Madame Anna Legnani, qui est directrice adjointe de la communication de l'IAAF, qui parlait de la formation, du volet formation des journalistes. Sur le plan sportif, il faut connaître le milieu, connaître les règlements, puisque vous vous adressez à un public passionné qui ne supporterait pas des imprécisions ou des informations erronées. Donc il faut que le journaliste se forme pour pouvoir mieux informer ce public passionné. Donc le réseau africain mettra l'accent sur la formation des journalistes qui ne sont pas des experts au départ, mais on veut justement en faire des experts à la longue. La feuille de route, ça sera d'abord d'élargir le réseau avec les pays qui n'étaient pas présents à cette conférence. Je veux parler du Togo, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire. Voilà, toutes nos félicitations à Aïssatou François Seck et plein succès. Le décès d'une gloire ne passe jamais inaperçu, ses empreintes indélébiles, même à l'épreuve du temps. Pour Jules François Bocandé, cela fait juste 1 an, 12 mois jour pour jour, que le lion quittait ce monde, plongeant tout un peuple dans une grande tristesse. Souvenir d'un jour, des moments d'hommage avec Seydina Alioune-Djigo. Le 7 mai 2012, Jules François Bocandé montait au ciel. La fin d'un match, d'une vie inscrite dans une immortelle destinée. Il y a 1 an, le Casa Sport se voit privé de son attaquant. Il y a 1 an, la tanière perd son guerrier. Il y a 1 an, le Sénégal se retrouve orphelin de sa légende. Jules François Bocandé, l'immortel, le sort en a décidé ainsi, la main de la puissance supérieure certes, mais une trajectoire des événements, un talent formant la trame du parcours exceptionnel de l'homme qui fut banni. Lors de la finale de Coupe du Sénégal en 1980, suite à des incidents, l'attaquant écope d'une suspension à vie
qui le conduit en Belgique où il marque les esprits. Passage à l'US tournaisienne, au RFC Cérésien, puis c'est l'Hexagone qui accueille Bocandé. Il y fait bonne figure. En prime, un titre de meilleur buteur du championnat de France en 1986 avec 23 buts. Bocandé, c'est l'attaquant incisif en Belgique et en France, décisif en équipe nationale. Sa suspension à vie levée, il permet aux Lions de se qualifier à la CAN 1986, 18 ans après leur première participation. Il inscrit à l'occasion un triplé retentissant face au Zimbabwe. Avec l'équipe nationale, il disputera 3 CAN en tant que joueur, une en tant qu'entraîneur, puis c'est l'encadreur, le grand frère au service d'autres générations de l'équipe nationale, à leur insuffler la culture de la gagne, l'amour du maillot national, cet esprit qui transcende, qui a fait de Jules François Bocandé cet aimé du peuple. Un peuple qui lui a rendu l'appareil, un hommage plus que mérité qui en appelle d'autres. Un mémorial est prévu au mois de juin. Fin de la guéguerre entre la Fédération sénégalaise de football et la Commission centrale des arbitres. L'annonce est faite par le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Il a réuni les acteurs en présence du ministre des Sports. Nous écoutons à ce propos Sayer Seck au micro de Mansour Sow. Nous avons pu réunir la famille du football et nous avons eu des échanges qui ont été des échanges extrêmement constructifs. Je tiens à remercier Monsieur le ministre Mbagnick Ndiaye qui a accepté d'accueillir cette rencontre dans ses bureaux, ainsi que Monsieur le président Diagne Ndiaye, qui est un peu qui est la fédération des fédérations, et donc qui est la partie, le facilitateur et la partie garante un peu de ces différents échanges. Dire également que les échanges se sont passés vraiment à notre grande satisfaction, dans un esprit de convivialité et vraiment dans une courtoisie qui nous a d'ailleurs un peu surpris parce qu'évidemment en faisant une rencontre de cette nature, on s'attend toujours à ce qu'il y ait quelques aspérités. Alors je pense que les positions se sont beaucoup éclaircies. Un certain nombre d'incompréhensions ont été effectivement levées et dans les prochaines heures, Monsieur Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, et Badara Mamayasen vont se retrouver en tête-à-tête et derrière, avec le président Diagne Ndiaye, venir présenter effectivement l'accord pour que vraiment on puisse pacifier l'environnement du football et que son déroulement sur l'étendue du territoire national puisse reprendre dans les meilleures conditions possibles. Culture pour boucler, revisiter les cultures du Sahel dans leur diversité mais aussi dans leur similitude. C'est ce que nous propose Ampaté et le Sahel Blues. Leur premier album intitulé Racine est désormais dans les bacs. En 12 titres, l'enfant de Dagana et son groupe nous convient à un voyage musical qui rend hommage aux cultures qui ont influencé leur travail au Mindour. Pour Ampaté, le métissage est une richesse dans laquelle il a su trouver la quintessence de sa musique. Lui qui est né en pays sérère, de parents Peul et Wolof, a grandi au nord du Sénégal. À Dagana, sur les berges du fleuve, il a côtoyé Bambara, Soninké et Maure et a su en tirer profit de la plus belle des manières. Cet mélange culturel et linguistique, et c'est ce qui reflète dans notre musique. Ses influences, Ampaté les partage avec son groupe le Sahel Blues formé en 2007. Leur premier album s'intitule Racine, des racines qu'ils plongent profondément dans les cultures et traditions du Sahel, le Sahel qui, malgré une histoire parfois tumultueuse, reste un et indivisible. Racine, c'est un retour à nos valeurs ancestrales, à notre culture, parce qu'en Afrique de l'Ouest, d'une manière générale, on a une culture identique. On est ici de grands empires comme l'empire du Ghana, l'empire du Mali. Dans cet album folk acoustique parsemé de notes de blues, celui qui se nomme en réalité Mapaté Gaye rend aussi hommage à un géant du Sahel, l'homme à qui il doit son nom d'artiste. Amadou Hampâté Bâ, qui fut un défenseur de la culture orale africaine, et surtout culture orale Peul. Et un des grands regrets de ce diplômé de l'École nationale d'art en guitare-composition, promotion 2005, est de ne pas parler Peul comme l'auteur Dame Koulel. Et en écoutant l'album Racine, on a d'ailleurs du mal à y croire. Un
un ami me dit qu'on peut chanter dans une langue, on peut défendre une langue sans pour autant la parler. Cette assertion est confirmée par ce premier album, Racine, car que ce soit en Peul ou dans les autres langues du Sahel, Hampâté et son groupe méritent amplement le titre d'ambassadeur des cultures sahéliennes. Voilà, vous pourrez suivre après ce journal qui est à présent terminé le magazine L'Héral. Il porte sur le transport urbain à Dakar. Ensuite, hommage sera rendu à Jules François Bocandé à travers un documentaire. Merci de votre aimable attention.